Nous allons passer à l'atelier numéro 1. Venez donc, Madame Simonin et Monsieur Guerrier. Et Monsieur Musetta est parti, il a disparu. Alors, la parole des associations dans l'accès précoce. Ils vont vous raconter un sujet qui est juste un chouïa technique, mais je suis sûr qu'ils vont le faire avec grâce, avec cœur, avec intelligence et avec compréhension pour tout le monde. Avec le cœur en tout cas, parce que le reste, pardon, Catherine et tout le reste. Alors, vous faites ça sans papier, sans rien. Sans rien. Ah, ça marche. Oui, on vous entend, mais il faut que tu le rapproches de tes lèvres. Est-ce que de cette manière c'est bien? Oui. C'est beaucoup mieux comme ça. Ok. Oui, alors c'était une des caractéristiques de cet atelier, c'était qu'il y avait 2 membres de la commission de la transparence à l'intérieur, avec bien sûr plein d'associations. Et ça parlait d'évaluation des technologies de santé. Et comme pour ceux qui ne le sauraient pas, la commission de la transparence, c'est l'entité à la Haute Autorité de Santé. C'est l'entité à la Haute Autorité de Santé qui s'occupe d'évaluer les médicaments, et que le sujet, c'était, comme Christian vient de le dire, l'accès précoce et qui concerne les médicaments. Et ben, il y avait une sorte de, je ne sais pas comment ils disent les Anglais, end-to-end. Il y avait les contributeurs qui sont les associations qui peuvent apporter leur point de vue, et puis les destinataires qui sont les membres des commissions qui reçoivent les points de vue de ces associations sur ces dossiers dits d'accès précoce. Alors de quoi on a parlé? Eh ben, comme c'est méchamment technique, moi j'en ai pris plus conscience aujourd'hui que c'est... moi c'est sûr qu'avec l'habitude, je vois plus le caractère technique, mais merci d'avoir eu cette opportunité de nous faire repréciser plusieurs points qui nous semblent un petit peu, entre guillemets, c'est des choses déjà acquises. En vrai, c'est normal qu'elles ne soient pas encore complètement acquises, parce que c'est d'une complexité terrible, même si l'idée initiale, elle est simple. C'est de dire, avant qu'un médicament soit remboursé, alors on pourrait prendre le dispositif, mais là on a parlé des médicaments, avant qu'un médicament ne soit remboursé par la sécurité sociale selon un régime ordinaire, il y a beaucoup de temps qui se passe à cause des procédures, et il est des circonstances où il est légitime, évidemment, de faire en sorte que des patients aient accès à un médicament plus vite fait. La réglementation en France a condensé les conditions du plus vite fait selon 4 critères que Catherine va développer juste après. Et lorsqu'un industriel estime que ces 4 critères pourront être cochés, il peut déposer son dossier à la Haute Autorité de Santé pour demander l'autorisation d'accès précoce. C'est comme ça que ça s'appelle, l'autorisation d'accès précoce. C'est dans ces circonstances que les associations de patients, certainement beaucoup d'entre vous ont reçu ce type de mail d'information de la part de la Haute Autorité de Santé, nous vous invitons à donner votre avis sur cette demande d'autorisation d'accès précoce, c'est-à-dire donner votre avis à la l'HAS pour qu'elle réfléchisse avec un ingrédient supplémentaire. Lorsque, puis je vais passer la parole à Catherine juste après, lorsque l'association contribue à ce travail de la Haute Autorité de Santé, elle le fait sur 2 choses, potentiellement. La première, c'est les 4 critères dont Catherine va vous parler. Est-ce que la maladie, répond à ces critères et va remporter l'autorisation d'accès précoce favorable? Et si oui, il y a un deuxième objet sur lequel les associations peuvent donner leur avis. C'est un document annexé, c'est un document qui s'appelle Protocole d'utilisation thérapeutique. Ça, c'est en gros la description exacte de la manière dont le médicament va être dispensé, on va dire. C'est son utilisation thérapeutique. Trait d'union, et ça fait un deuxième sous-objet, recueil de données, et là, c'est la partie du document qui décrit très précisément quelles données vont être recueillies quand, pendant l'utilisation de ce médicament en accès précoce. Et les associations peuvent donner leur avis sur ces 2, le protocole d'utilisation et puis le RD.
les associations nous ont, de façon tout au long de l'atelier, nous ont amené à réexpliquer ça. Catherine, je te passe la parole pour préciser. Merci. Donc, je suis membre en tant qu'usagère experte, représentant les patients à la commission de la transparence. Avec Fatia, qui est au fond de la salle, nous proposons à la commission vos contributions dans le cadre, alors c'était sur le périmètre de l'accès précoce, deux choses. Il y a l'accès précoce avant l'AMM, c'est-à-dire l'autorisation de mise sur le marché, et après l'AMM, une fois que le médicament a obtenu son autorisation de mise sur le marché. Alors, où agissent les associations? Déjà, elles font des contributions sur l'expérience patient pendant la maladie. Et ça, c'est très important à apporter parce que des experts ne sont pas forcément au courant de toutes les maladies et nécessitent donc d'avoir des données complémentaires qui sont issues du recueil par les associations de l'expérience patient. Deuxième chose, c'est essayer de répondre aux 4 critères d'évaluation, c'est-à-dire est-ce que la maladie est grave, rare ou invalidante? Alors en principe c'est oui, parce que quand un laboratoire demande un accès précoce, c'est quand même particulier. Deuxième critère, c'est y a-t-il un traitement approprié? Alors s'il y en a un, c'est le refus d'accès précoce, parce que nous considérons, et la HAS dans sa doctrine considère, il faut savoir que les usagers ont participé à l'élaboration de la doctrine d'accès précoce, et c'est très important, parce qu'on a eu à discuter qu'est-ce qu'était un traitement approprié. Ça déjà, la définition était assez vague pour certains experts, parce qu'on parlait plus de comparateurs cliniquement pertinents, alors qu'un traitement approprié, il est accessible aux patients, à tous les patients, il est remboursé, et s'il est très cher et qu'il n'est pas sur la liste en sus, on l'y met pour que les patients aient accès à ce traitement. Ensuite, est-ce que c'est une innovation? Alors des fois c'est compliqué, mais normalement quand on demande un accès précoce, il vaut mieux que ce soit une innovation et surtout un progrès pour le patient. Mais là c'est un pari. C'est un pari parce que surtout avant l'AMM, eh bien ce médicament, on a quelques données, mais on n'a pas toutes les données. Donc ça veut dire qu'on prend un pari sur l'avenir, qu'on va donner ce médicament utilisable par les prescripteurs au profit des patients qui le souhaitent. Et là, c'est bien qui le souhaite avec l'information qui sera donnée au patient complètement avant de prescrire pour recueillir son aval à cette prescription. Et ensuite, dernier critère, est-ce que le laboratoire pharmaceutique va continuer le développement du médicament? Est-ce qu'il va y avoir des données complémentaires pour lever ce pari? Parce que là, on prend un engagement sur l'avenir et on a vu des exemples, notamment, où derrière l'accès précoce, eh bien, il y avait un refus de remboursement ou des mauvaises notes dans l'évaluation finale. Alors le PUTRD, parce que c'était quand même ça au départ, la notion qui était dans notre atelier. Donc le protocole d'utilisation thérapeutique et le recueil de données. Et on peut le demander, mais ce sont les associations parce qu'il y a une obligation de confidentialité. On ne peut pas le donner partout. Et ce recueil de données, là, les associations peuvent intervenir pour dire tel critère n'y est pas. Et pourtant, dans ma maladie, ce serait bien d'aller chercher ce critère-là. Parce que, par exemple, sur un médicament, la maladie provoquait une perte d'élocution. Mais ce critère n'était pas retenu. Là, la HAS a une possibilité de faire transformer ce PUTRD, ce recueil de données, pour essayer de rajouter un critère. Et après, ces PUTRD, avec Bertrand et la HAS, on se rend compte que ce n'est pas top les données qui remontent. On n'a vraiment pas beaucoup de données qui remontent. Alors, il y a eu une simplification de ce recueil de données qui prend du temps aux médecins qui le recueillent, parce que là, c'est les médecins qui recueillent, et il n'y a pas l'avis du patient. Forcément, la qualité de vie, on ne l'a pas. Donc là, aujourd'hui, la question qui est posée, c'est comment recueillir des données pour lever ce pari sans passer par ce PUTRD. Et là, c'est toutes les données qui existent dans le Health Data Hub, du SNDS, c'est les données d'assurance maladie, c'est les données du PMSI qui remontent par rapport aux prescriptions des établissements de santé, parce qu'il faut savoir que ces accès précoces ne sont délivrés que dans des établissements de santé. Et là, c'est aussi, il y a une demande de contribution qui est lancée par la HAS pour donner son avis sur le PUTRD et sur le recueil de données qui serait plus pertinent pour essayer de lever ce pari. Alors, on a été très interactifs sur les associations, parce que c'était des associations qui avaient une expertise.
dans leur domaine, qui avaient déjà contribué, qui sont sur les relectures de protocoles d'essais cliniques, donc qui ont une expertise particulière là-dessus et qui rédigent déjà des contributions. Et donc, c'était juste des renseignements pour savoir qu'est-ce qui allait bien sur ces contributions. Eh bien, c'est juste pas reprendre le dossier du laboratoire, parce que ça, le service d'évaluation du médicament, ils ont toutes les données scientifiques, mais c'est surtout l'expérience patient, les effets secondaires rencontrés avec les traitements accessibles aujourd'hui. Et s'il y a des remontées de patients des essais cliniques, eh bien, leur expérience avec le médicament, s'ils savent s'ils ont eu ce médicament ou non. Voilà ce que nous avons fait. Merci beaucoup dans cet atelier. De ce rapport très complet. Nous allons écouter le premier rapport de l'atelier qui parlait de la parole des personnes face aux événements indésirables graves associés aux soins. Alors, on était effectivement sur le recueil du récit des personnes sur les événements indésirables associés aux soins en général. Et donc, nous avons eu un atelier qui tournait autour de 4 questions, qui étaient: qu'est-ce que fait un établissement d'un tel événement indésirable associé aux soins? Que dire en tant que représentant d'usagers face à un patient ou une personne qui vient vous voir qui a été victime d'un événement indésirable associé aux soins? Et quelles sont les ressources déjà existantes sur lesquelles, en tant que représentant d'usagers, vous pouvez vous appuyer et lesquelles il serait souhaitable d'avoir? Bonjour à tous. Alors, en premier lieu, ce que fait l'établissement lorsqu'il y a un événement indésirable qui est déclaré. Alors, l'établissement, il informe le patient. Il analyse le IAS, alors c'est entre professionnels. Ensuite, il partage avec le CDU et puis il fait un retour auprès des équipes soignantes. Mais d'abord, il y a un travail de préparation, j'ai oublié de le dire, il y a un travail de préparation, hein, évidemment, il y a une enquête qui est menée et on récupère les informations de l'équipe soignante, du patient, enfin de tous les protagonismes de l'événement. Voilà. Et donc ensuite, il y a un retour sur les équipes. Ensuite, questionner l'organisation par les professionnels. C'est-à-dire que le but, c'est surtout de savoir, c'est pas de mettre les gens en difficulté, c'est-à-dire les soignants ou quiconque en difficulté. Le but, c'est de savoir l'événement, comment s'est déroulé, enfin comment s'est créé l'événement. Et c'est de savoir à chaque moment de l'enquête qu'est-ce qui s'est passé. À aucun moment, le but, c'est de punir quelqu'un ou de accuser quelqu'un. On n'est pas là, enfin le but de l'analyse, ce n'est pas de sanctionner ou de critiquer. C'est vraiment de trouver les éléments qui nous permettront d'améliorer le système qualité par la suite et de prendre toutes les actions nécessaires à mettre en œuvre pour éviter que l'événement se reproduise. Donc ça, c'est fait au niveau du RETS. Outils. Alors ensuite, les outils et les ressources. Selon l'organisation. Alors les outils et les ressources, effectivement, ça dépend de l'organisation interne. Quand vous êtes dans un établissement, on en a discuté, chaque établissement quand même a sa propre organisation. Alors certes, il y a une ligne un petit peu centrale hein, qui permet de travailler sur les événements, mais tout n'est pas identique. Ce n'est pas un standard dans tous les établissements. Donc les outils et les ressources sont un peu différents suivant les établissements. Néanmoins, il y a les gens qui travaillent sur le sujet, c'est effectivement la direction de la qualité, la direction des soins, les professionnels concernés, le formulaire de déclaration. Je vais couper le sifflet. Ah, il ne fallait pas que je danse quand même, parce que ce n'était pas prévu. Quoi? De danser. Non, j'ai de la musique. Non, c'est pas du tout ça. C'est un événement inopportun associé au débat. D'accord. Donc, on fera une enquête après. Oui, voilà, exactement. Et alors, quelqu'un va plonger. Donc, il y a la direction de la qualité, la direction des soins qui sont impliqués. Il y a les professionnels concernés. Et il y a le formulaire de déclaration qui est interne et qui a été normalement rempli par le patient. Et les différentes méthodes d'analyse que vous devez connaître. J'espère la plupart d'entre vous. Il y a Alarme, Orient, les 5 pourquoi.
Et puis, il y a une méthode il y a l'AHS qui a édité un guide pour la formation nécessaire et possible du RU sur les ressources. Alors, que dire? Alors, le RU va demander, quand il aura le patient en face de lui, va lui demander de reformuler l'événement. Racontez-moi ce qui s'est passé. Croiser les histoires avec les soignants. C'est-à-dire être sûr que l'on n'ait rien oublié, c'est le principal. Surtout ne pas avoir d'a priori, ni de jugement, ni de préjugés. On s'en tient aux faits et qu'aux faits. Tout ce qu'on fait, c'est factuel. Il n'y a pas d'a priori, quoi qu'on en dise. Après, il faut avoir le point de vue de tous les acteurs. Quel besoin pour le RU pour faire remonter les EIAS? Savoir ce qui a déjà été fait, les attentes du patient, il faut demander les bonnes attentes du patient. La formation, peut-être qu'il faut un module de formation. L'information au sein de l'établissement. Et ensuite, connaître le process d'organisation. C'est-à-dire pour faire remonter un incident, quand on est RU, pour faire remonter un incident au niveau des commissions ou au niveau de la qualité, il faut qu'il y ait l'idéal, c'est qu'il y ait un process qui soit écrit. Parce que là, effectivement, suivant les établissements, déjà, on était surpris parce qu'il n'y a pas forcément les mêmes acronymes dans tous les établissements. Alors, il y en a quelques-uns qui se ressemblent. Le RETS, là, il n'y a pas de sujet. Mais il y en a d'autres qui sont tout à fait différents. Donc, décrire le process de façon à ce que chacun, avec ce process, se retrouve et sache ce qu'il a à faire. Voilà, merci de m'avoir écouté. C'était très bien. Merci à tous les deux. Ne partez pas, restez là. On a encore besoin de vous parce que moi, j'aime bien quand les gens qui ont participé à l'atelier disent sur la restitution, elle est complète, ou s'il y a quelque chose qui aurait complètement échappé aux deux rapporteurs qui ont bien fait leur travail, mais des fois, on oublie un aspect. Est-ce que dans les gens qui ont participé à cet atelier-là, il vous apparaît qu'il y a un truc qui manque ou qui mérite d'être rajouté? Non? Est-ce qu'il y a des questions parmi ceux qui n'ont pas participé à l'atelier vis-à-vis de cette approche des événements indésirables? Vous avez une présentation en plus? De l'expérimentation? Très bien. Alors, on va regarder cette expérimentation. Mais c'est un film? Non, c'est une petite présentation. Je vous ai préparé quelques diapos. Ouais, merci beaucoup, c'était parfait. Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous. Je me présente pour ceux que je n'ai pas vus en atelier. Je m'appelle Sandra Genevois, je suis ingénieure qualité et je travaille pour le CEPRAL, qui est une structure régionale d'appui. À la suivante, celle de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il y a une structure comme celle-ci dans chaque région de France et notre objectif, c'est d'accompagner les professionnels et les acteurs des secteurs sanitaires, médico-social et ambulatoires dans la démarche d'amélioration de la qualité et la sécurité des soins. Donc, dans ce cadre-là, j'ai supervisé un groupe de travail donc avec les établissements de la région sur la prise en compte de la voix du patient dans l'analyse des événements indésirables. C'est une réflexion qui a démarré en 2018 où on a testé la faisabilité du recueil du récit du patient en utilisant cette grille alarme qui a été évoquée précédemment. Et en 2022, on a repris d'autres établissements volontaires pour reformer un groupe. L'idée était cette fois-ci de tester, de rendre autonomes les établissements dans la rencontre du patient. L'objectif, c'était d'avoir une méthode, entre guillemets, clé en main, avec des outils assez faciles à s'approprier, pour aller rencontrer le patient, parce que dans un guide que j'ai écrit pour la HAS qui porte sur la méthode d'analyse, on a mis en exergue le fait que le patient, alors que c'est l'acteur principal, il est trop souvent ignoré dans la démarche d'analyse de l'événement qui le concerne. Et on sait que si on prend la peine de l'interroger, ça va, nous donner des informations sur le déroulé des faits, et 2, ça va favoriser l'engagement du patient dans la démarche qualité-sécurité des soins de manière plus globale.
Donc on a construit ce kit et puis on a demandé à des établissements de le déployer et de nous faire des retours. Donc je vous l'ai dit, la genèse de ce travail, c'est cette méthode alarme qu'on utilise dans les établissements pour analyser les événements, qui a évolué en 2016. Donc ça commence à dater un peu. Et René Amalberti et Charles Vincent qui ont fait évoluer cette méthode ont dit la prise en compte du point de vue du patient est essentielle si on veut faire de bonnes analyses entre guillemets et vraiment tirer les enseignements de ce qui s'est passé. Donc le principe c'est d'aller rencontrer le patient après bien sûr avoir réalisé l'annonce du dommage et avoir recueilli son accord. On va le rencontrer en privilégiant le recueil spontané. Et on va le laisser s'exprimer avec ses mots, à sa manière, sur la manière dont il a vécu les choses, ce qu'il a entendu, ce qu'il a compris, etc. L'objectif, encore une fois, c'est de mieux comprendre ce qui s'est passé et d'identifier ce qui a dysfonctionné. Et peut-être, dans notre expérimentation en tout cas, les patients ont été force de proposition sur les actions d'amélioration. Et ensuite, une fois qu'on a rencontré le patient, on fait notre réunion d'analyse classique, entre guillemets, avec les professionnels concernés. Est-ce que ça veut dire que le patient n'est pas dans la réunion avec les professionnels? Tout à fait. On le rencontre en amont. Alors, il y a des établissements, on l'a vu dans l'atelier, qui convient le patient à la réunion. C'est possible. Ce n'était pas le cadre de notre expérimentation. Mais en tout cas, on l'a fait un peu à la méthode du patient traceur. C'est-à-dire qu'on rencontre d'abord le patient et ensuite, dans la réunion d'équipe, on va restituer, partager les dires du patient avec l'équipe pour enrichir la discussion. Et on va bien sûr prendre en compte ses propositions en termes d'action d'amélioration. Et ensuite, l'après-réunion consiste bien sûr à faire un retour au patient des conclusions de l'analyse, de le remercier pour sa contribution à la démarche qualité, et puis d'informer ensuite sur toutes les actions qui ont été mises en œuvre. La conclusion, c'est que tous les établissements ont dit c'est vraiment un engagement conjoint, c'est une co-construction patient-établissement qui concourt finalement à améliorer le service rendu aux personnes et à augmenter leur pouvoir d'agir dans la sphère qualité-sécurité des soins. Les plus-values, c'est que je l'ai dit, le patient il apporte vraiment des éléments concrets dans cette analyse. Et puis, les équipes ont apprécié ce retour du patient avec effectivement cette idée de regard croisé. On ne voit pas les choses de la même manière selon qu'on soit le patient ou un soignant. Et puis, il y a certaines interviews qui ont été réalisées après l'analyse. Et là, les professionnels nous ont dit, effectivement, on n'avait pas tous les éléments lors de la réunion. On aurait dû rencontrer le patient avant. Donc, il y a un guide méthodo qui est disponible pour tous les établissements qui le souhaitent. Et dans ce guide, il y a une affiche d'information que j'ai empruntée à la HAS, puisqu'elle est dans le guide mode d'emploi, analyse d'un EIAS, donc qui est une affiche d'information des patients, des usagers au sens large du terme, sur ce qu'est un événement indésirable. Voilà, puis quelques verbatim des gens qui nous ont dit je ne pensais pas que ça allait marcher, honnêtement, j'y croyais pas, mais finalement, j'ai bien fait de le faire. J'ai un médecin qui m'a dit ça a changé complètement mon rapport aux patients. Ça nous apporte un vrai éclairage. Alors, c'est un vrai plus pour la certification aussi, c'est la cerise sur le gâteau. Et puis, ça permet de rendre le patient vraiment acteur, un patient qui, à l'origine, est victime d'un événement indésirable. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions de la salle? Monsieur devant. Qu'est-ce qui a justifié que le patient ne participe pas à la réunion? Dans notre expérimentation, on était vraiment parti sur la mécanique du patient traceur. L'idée était de ne pas... les soignants s'expriment parfois de manière peut-être terre à terre. Et on s'est dit que sur une réunion d'analyse, on parle parfois de choses qui sont un peu particulières et que ça pouvait représenter peut-être quelque chose de violent pour les patients. Donc on a préféré travailler en deux temps. Mais encore une fois, il y a certains établissements qui convient le patient à la réunion d'analyse et ça se passe très bien. Donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Donc il n'y a pas de raison doctrinale, il y a des habitudes ici ou là. Ok.
Voilà. Après, ça dépend vraiment de la culture et de la maturité des professionnels. Madame au fond, là-bas, contre la porte. Merci Christian. Excusez-moi, je me permets juste, parce que ça me choque quand on vient justement recueillir l'expérience du patient et qu'on dit que là, ça a rendu acteur le patient. Je crois qu'on n'est pas sur la même définition, finalement. Rendre acteur le patient dans son parcours de soins, dans ses décisions thérapeutiques et tout ça, c'est pas finalement l'établissement qui vient recueillir l'expérience d'un parcours. Donc ça ne le rend pas acteur dans l'analyse. Et ça ne fait pas de la co-construction, le fait d'aller chercher à un moment T un recueil chez un usager et d'utiliser ce recueil et cette expérience en équipe après pour construire des solutions. Ça n'en fait pas de la co-construction non plus, c'est de la consultation. Vous êtes allé en fait recueillir l'expérience de l'usager. Pas moi, les établissements. Dans le guide HAS FORAP EIAS mode d'emploi, c'est comme ça qu'on l'a présenté. C'est pas pour. Et du coup, c'est le rendre acteur, dans son événement indésirable. C'est-à-dire qu'on constate malheureusement que dans 50% des cas, l'annonce du dommage n'est pas réalisée. Donc le patient, il n'est même pas informé qu'il a été victime d'un dommage. Donc des établissements qui vont pouvoir mettre en place cette démarche, ça les oblige, entre guillemets, déjà à faire cette première et à discuter avec le patient, événement désirable, l'organisation, etc., et à confronter les équipes au point de vue du patient, ce qui était complètement opaque et ce qu'il est encore dans un certain nombre d'établissements. Alors, c'était absolument pas pour remettre en cause la démarche, parce qu'effectivement, je trouve que c'est tout à fait honorable et d'avouer, ou tout du moins d'assumer un dommage lié aux soins, et en même temps d'aller chercher l'histoire du patient, parce qu'effectivement, pour compléter l'histoire des professionnels de santé et de la structure, je vois tout, je travaille au CAPS, donc sur les mêmes thématiques que vous, et je vois tout à fait. Par contre, là où je mettais juste en vigilance, c'est derrière les mots qu'on utilise. La co-construction, c'est construire avec le patient. Et là, dans l'histoire en tout cas que vous nous avez racontée, il n'y en a pas finalement. Voilà. Et ça ne le rend pas acteur finalement non plus, ni de la solution, puisqu'on est venu chercher son expérience, mais on n'a pas construit avec lui les solutions ou même ses idées qu'il aurait pu avoir sur un parcours similaire. Ce qu'on veut dire, c'est qu'on ne construit pas la solution avec lui. On l'a construit à partir de lui. Voilà, c'est ça. Ils ont été force de proposition. Après, ça ne fait pas toute la démarche, mais ça y contribue quand même. En tout cas, dans les établissements, enfin, les verbatims que j'ai donnés à la fin, ce sont les patients qui se sont exprimés. Ils se sont dit, je me sens acteur. Moi, je me sens pas de dire à quelqu'un, non, vous vous sentez acteur, mais en vrai, vous ne l'êtes pas vraiment. Voilà, mais j'entends ce que vous dites, ça ne fait pas tout. Et ce n'est pas avec une petite expérimentation qu'on va répondre à l'ensemble des attentes de l'engagement du patient dans la démarche qualité. Mais ça y contribue. En tout cas, ça a donné l'impression d'y contribuer pour ceux qui ont participé. Non, mais c'est souvent une préoccupation qu'on a, y compris d'ailleurs au niveau du service ici à l'HAS, c'est quand on fait quelque chose avec les patients, c'est évidemment mieux que si on faisait sans eux. Mais ce qu'on sous-tend comme analyse, c'est d'aller jusqu'au bout et aussi de fabriquer les solutions avec eux. Et c'est ça la co-construction qu'on trouve dans beaucoup de guides qu'on publie au titre du service de l'engagement des usagers. Mais c'était déjà bien de faire ces premières étapes, parce qu'il y a des endroits où on fait les rétextes entre soi. Donc, on est bien d'accord quand on a écrit le guide, je crois, en 2020 ou 2021. Ouais. Le guide mode d'emploi, on a mis en exergue ce besoin de recueillir le récit du patient, mais sans pouvoir donner d'outils associés. Donc, ok. Merci beaucoup. Merci à vous. On va enchaîner avec l'expression des personnes accompagnées. Donc on est sur le sujet de l'amélioration de l'existant dans le médico-social pour associer les personnes et leurs représentants aux actions. Étant précisé que le médico-social, ce sont des lieux de vie et non pas des lieux de passage, ce qui est quand même important pour le sujet. On est parti de l'idée qu'il fallait d'abord promouvoir et faire connaître ce que sont les représentations des usagers, enfin les CVS dans le médico-social, puis ensuite essayer de professionnaliser ces personnes qui sont en charge d'animer et d'insuffler et les aider à faire dire et faire parler les usagers. Une fois que ces personnes seront motivées et mobilisées sur cette action,
qu'elles fassent le point de ce que dit la loi sur les options qui s'offrent à elles. Ensuite, structurer une démarche à la lumière de l'existant, savoir ce qui se fait ailleurs de bien ou de moins bien. Sensibiliser et associer les professionnels pour lever les craintes et les blocages, sachant que de la part des usagers en direction des professionnels, donner son avis n'est pas forcément porter un jugement. Sensibiliser les intéressés eux-mêmes à pouvoir et à savoir s'exprimer. Sachant que la co-construction entre usagers et professionnels permet la co-responsabilité. Ensuite, la nécessité de bien comprendre l'expérience, les perspectives et le point de vue de chacun. J'ai personne pour tourner mes feuilles, je suis obligé de le faire moi-même. Il n'y a pas la méthode qui va bien. Il y a autant de méthodes que de publics ou d'établissements. Les méthodes sont donc variées et variables, adaptées et adaptables. Il faut dans la mise en œuvre de la participation, multiplier les occasions et les situations pour agir et faire ensemble, et surtout se hâter lentement. Il y a urgence, mais il ne faut pas le faire n'importe comment. Il faut partir de la réalité du concret, de chacun, donc de l'humain, en complémentarité des inévitables indicateurs. Merci pour ces recommandations. Et toi, tu dois prendre la parole maintenant pour compléter, c'est ça ? Voilà, tout à fait. Moi, je prends la parole sur la thématique représentation et participation directe. Voilà. Du coup, on a récupéré quelques items clés, notamment sur les CVS, en indiquant qu'il y avait également des délégués de résidents et aussi des délégués du personnel, notamment dans le cadre des ESAT. Ensuite, sur la difficulté du fonctionnement des CVS, notamment sur la problématique de la formation, préparation, de la professionnalisation, quelque part, de ces bénévoles pour qu'en même temps, ils puissent aussi s'acculturer à un domaine qui n'est pas forcément le leur. Une remarque sur le CVS qui peut être trop formalisé, notamment lorsqu'il y a des présences d'enfants. Ça peut être le cas aussi, je pense, lorsqu'il y a avec des personnes âgées ou avec des personnes en situation d'handicap. Donc la nécessité aussi de faire preuve de créativité et d'innovation sur ces CVS qui peuvent ressembler parfois à des conseils d'administration avec plein d'ordinateurs. Et c'est un petit peu l'exemple qu'on a eu dans notre groupe. Par la suite, la crainte qui est justifiée ou non de représailles sur les réclamations qui sont faites. Ça, je pense que tout le monde a ça en tête. Évidemment, la crise du volontariat ou du bénévolat, qui est nationale aussi, avec parfois des érus qui sont à bout de souffle, qui ne lâchent pas leur mandat parce qu'ils n'ont pas forcément de personnes qui va reprendre par la suite. Et un focus sur le domicile et sur l'absence de CVS dans le domicile. Moi, je suis président d'une ADMR dans la Drôme, et du coup, on n'a pas de CVS. Alors, comment on fait pour recueillir la parole des bénéficiaires? Nous, on ne les appelle pas les usagers, on les appelle les bénéficiaires. Alors, au-delà de l'enquête de satisfaction, qui est un document formalisé, mais voilà, donc on essaye de travailler, en tout cas, peut-être pas sur la Drôme, mais sur la Loire, on essaie de travailler sur la création d'un CVS, comment faire en sorte que des thématiques qui sont localisées puissent être représentées sur l'ensemble du territoire que couvre une ADMR notamment. Et bien sûr, la question sur la déontologie, et sur la déontologie, sur l'éthique des représentants des usagers, mais ça, je pense que ça rejoint aussi la formation. Merci beaucoup. Donc en fait, il y avait deux sujets dans votre atelier. Il y avait d'un côté le recueil de la parole des personnes et de l'autre côté le management des CVS, c'est ça ? C'est ça. Ok. Avec en prime 2 accents du Sud. 2 accents, oui. Nous passons à l'atelier suivant qui était les verbatims ISATIS, en tout cas à l'analyse de ces verbatims
une chance de plus pour l'HAS. Et là, nous avons un rapport de Madame Francine Lègle et de la chef de service herself. Très bien, faites-nous ça donc. Donc on vous présente l'atelier qui était centré autour des verbatims d'ISATIS, et notamment parce que la Haute Autorité de Santé vient de publier en septembre, enfin vient de mettre à disposition des établissements de santé un outil d'analyse de ces commentaires libres laissés par les patients lorsqu'ils répondent après leur hospitalisation au questionnaire ISATIS. Donc le ISATIS, c'est un dispositif national qui recueille l'expérience et la satisfaction des personnes après une hospitalisation. Il y a aujourd'hui, selon les parcours de soins, si c'est dans un service de médecine, de chirurgie ou d'obstétrique, c'est un questionnaire donné. Si c'est en chirurgie ambulatoire, c'en est un autre. Il y a aussi un questionnaire aujourd'hui pour les services médicaux et de réadaptation. Il y aura demain d'autres questionnaires, notamment en santé mentale et un autre en développement au niveau des services d'urgence. Donc voilà les questionnaires qui sont aujourd'hui disponibles à un niveau national. Alors il y a 5 messages clés qui ont été donnés. Le premier, c'est que les représentants d'usagers et plus largement les patients partenaires peuvent être des relais importants de la parole des patients hospitalisés dès lors qu'ils ont un accès au compte ISATIS. Et ça, la HAS vous encourage tous à solliciter vos établissements. Les établissements de santé sont responsables des accès qu'ils donnent, et donc ils ont la possibilité de donner un accès aux représentants d'usagers ou à, par exemple, s'il y a des travaux sur la douleur, aux patients qui siègent dans les comités de lutte contre la douleur. Et pour ce faire, donc, dans le diaporama qui sera mis en ligne, il y a les modalités pour pouvoir demander ce compte. L'enjeu pour un représentant d'usager, c'est de pouvoir prendre connaissance de ces commentaires libres, qui sont quand même plus riches que les commentaires, simplement les contents, pas contents, on va dire. Et c'est bien dans un objectif d'améliorer la qualité et la sécurité des soins et de participer à la construction des plans d'action d'amélioration à l'issue de cette analyse. Il a été bien rappelé que c'est un outil complémentaire, mais bien sûr, il y a des zones dans lesquelles, des territoires français dans lesquels il y a des zones blanches, et donc les patients n'ont pas forcément Internet. Il y a des situations dans lesquelles les patients n'ont pas accès au numérique ou n'ont pas accès à la parole, et donc un questionnaire en ligne ne sera pas adapté pour eux. Néanmoins, donc il y a la nécessité que d'autres outils de recueil de la parole ou d'expression soient mis à disposition. Donc ne pas oublier, effectivement, il y a les zones blanches, l'illettrisme, l'électronisme qui doivent être pris en compte. Et puis il y a des pistes d'évolution qui ont été proposées, notamment voir s'il était possible d'avoir des questionnaires en facile à lire et à comprendre, d'avoir des designs de questionnaires qui soient plus courts, enfin j'allais dire plus convivial. Il y a la question du questionnaire plus court. Donc ce que Marie Gloanec nous a expliqué, c'est que 9 personnes qui se connectent au lien de ce questionnaire vont jusqu'au bout. En moyenne, ça prend 10 à 12 minutes, mais donc c'est déjà très important. On a souvent, c'est un questionnaire trop long, mais finalement, quand les gens se connectent, ils vont jusqu'au bout parce ils estiment important de le faire. Voilà, donc ça, c'était quelque chose d'important. Et puis, la nécessité pour la HAS de réfléchir à des relais pour mieux faire connaître ISATIS, notamment avec les CTS. Alors, je peux vous dire que les usagers utilisent bien plus d'acronymes que les gens de la HAS qui essaient de faire attention. Le jour où ils parlent à des usagers, on essaie de ne pas mettre d'acronymes. Alors là, vraiment... Donc, je vous cite les acronymes, les CTS, les SRA, les ARS... Enfin voilà, bon, ce sont des choses par ailleurs que vous devez connaître, mais effectivement, donc de travailler ces questionnaires-là. Donc ça, c'était une partie un peu... Donc il y a eu une démonstration de l'outil d'analyse des verbatims qui a été faite pour montrer tout ce qui pourrait être utile pour des représentants d'usagers.
Et puis, il y a eu des échanges aussi, je vais donner la parole à Francine, qui était autour de qu'est-ce qu'on peut faire de ces verbatims et qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans les établissements. Et donc, je laisse Francine donner ses messages. Alors, c'est vrai que dans l'établissement où je suis représentante des usagers, les verbatims, on les analyse régulièrement. Ça, c'est important, hein, en tant que représentant des usagers, d'avoir un retour de verbatim à chaque commission des usagers pour avoir un bon suivi. Et on s'était rendu compte, enfin, la cellule qualité de l'établissement s'était rendu compte qu'il y avait un service où il y avait des difficultés sur l'accueil des patients. Donc, elle nous avait interpellés en tant que commission des usagers. En fait, ce qu'elle souhaitait, c'est qu'on travaille un petit questionnaire avec les responsables qualité et d'aller questionner les patients, justement, sur cet accueil, pourquoi il y avait des difficultés, comment ils étaient accueillis et qu'est-ce leur ressenti et leur vécu pendant leur hospitalisation. Alors, on avait fait 20 patients. Et en fait, ce qu'on a appris après, parce que c'était bien de ne pas nous le dire avant, en fait, ce que voulait voir la responsable qualité, c'était est-ce que ça se croisait avec le retour des verbatim ISATIS. Alors, ça se croisait et en fait, là, on a su pourquoi il y avait cette difficulté. C'est parce que dans ce service, on avait passé, c'était un service de chirurgie orthopédie et en fait, on avait changé ce service, on avait mis de la médecine sans préparer les professionnels à ce changement. Problème d'encadrement. Donc, rien ne fonctionnait plus bien parce que les professionnels n'étaient pas bien non plus. Donc, on a travaillé avec la responsable qualité pour voir comment on pouvait améliorer dans ce service et justement travailler avec les professionnels parce que c'était ça le plus important pour que chacun trouve sa place. Donc, aujourd'hui, c'est vrai que ça fonctionne bien. Mais c'était intéressant, nous, en tant que représentants des usagers, de participer justement et de voir comment on pouvait améliorer. Ça aussi, c'est notre rôle, c'est aussi voir comment on peut participer avec les professionnels. Là aussi, ça, c'est de la co-construction et c'est du partenariat pour améliorer la qualité dans les établissements. Alors, ce que disait tout de suite Joël, c'est vrai qu'on s'est posé la question comment on pouvait justement déployer un peu cet outil ou tout au moins le faire connaître. Alors, moi, demain, j'ai une commission des usagers spécialisée des usagers de la CRSA. Donc, j'ai mis ça à l'ordre du jour. Hein. Et je trouve que c'est intéressant de le faire tout de suite. Donc, l'ARS sera présente, puisque c'est quand même la personne qui s'occupe de la démocratie en santé qui manage cette commission. Et je trouvais que c'était intéressant de le faire connaître. Et c'est vrai qu'on s'est posé la question, mais demain, on le dira, ce serait bien aussi de le passer en plénière de la CRSA. Parce qu'à cette plénière, il y a donc toutes les fédérations hospitalières qui sont présentes, il y a les élus, il y a les conseils de territoire et de santé, qui ont quand même des commissions de formation des usagers, là aussi, et qui sont quand même parfois représentants des usagers dans les établissements. Donc, on sent qu'il faut qu'on déploie pour que ce soit bien connu. Donc ça, c'est important. C'est notre rôle aussi en tant que représentant des usagers. Alors, dans ce groupe, en fait, il y en a qui ont parlé d'expérience, entre autres l'HAD. Il y en a qui vont faire des enquêtes auprès des patients. Hein, parce que là, c'est vrai que le logiciel ISATIS, en fait, il y a eu une expérience qui a été menée, mais il n'y a pas eu assez de retours. Donc, il n'y a pas d'analyse ISATIS, mais par contre, le questionnaire existe, donc il peut être utilisé. Mais on voit bien que, alors la fracture numérique, on en a parlé, hein, parce que ça aussi, il y a la fracture numérique, tout en sachant que quand on a demandé justement à Marie quel était l'âge à peu près de réponse des personnes, 56 ans. Elle dit qu'il y avait même des personnes plus âgées qui répondaient au questionnaire. Donc c'est vrai qu'on voit bien que en fait, c'est tous les âges, peut-être plus que les jeunes, même s'ils sont hospitalisés, ils n'y trouvent pas toujours un intérêt. Alors, comment nous, en tant que représentants des usagers, on peut solliciter les usagers de participer pour améliorer la qualité à partir, justement, d'ISATIS. Alors, c'est vrai, il y a un kit, il y a des flyers, donc on peut peut-être s'assurer que ce flyer est donné aux patients. Voilà. Merci à toutes les deux. Est-ce que le groupe qui a participé à cet atelier veut faire un complément ou une petite remarque complémentaire, quelque chose qui aurait été oublié ? Bien sûr, on peut poser des questions. Bon,
Je voudrais savoir si les établissements auxquels les patients ont donné l'autorisation de transmettre leur mail ont l'obligation de transmettre le mail. Allons-y sur le RGPD. Marie, c'est oui? Non? Bah non. Mais si les patients ont transmis et ils ne se sont pas opposés à la transmission de leur mail... Non, mais les réponses du patient sont transmises par l'établissement sur le système de la HAS. Alors, mais si l'établissement ne transmet pas c'est quel automatique. recours est-ce qu'on peut avoir? Non, on va faire appeler la technicienne. Qui a été hospitalisé peut-il On envoyer va répondre. sa réponse au questionnaire ISATIS si il n'est pas référencé? La HAS ne peut pas transmettre. Je vois bien ce qu'il y a derrière la question. C'est un peu ce qu'il y a derrière votre question, si je comprends bien, ça serait un peu de se dire est-ce qu'il y a un établissement de santé qui reçoit plein d'adresses email et qui déciderait d'en déposer certaines et de ne pas en déposer d'autres? Enfin voilà. Oui. En gros, c'est un peu ça. Oui. Alors, l'établissement de santé, il a l'obligation de participer. L'établissement de santé, il a l'obligation. Certains établissements de santé ont l'obligation de participer. Et nous, ce qu'on donne comme consigne, c'est d'interroger tous les patients qui ont accepté de donner leur adresse email. Donc voilà. Après, au niveau, on n'a pas de moyens de pression ou de voilà. Mais normalement, la consigne, c'est déposer toutes les adresses email des patients qui sont concernés par l'enquête et qui acceptent de donner l'adresse email et de participer. Ça, c'est clair. L'usager est souvent pas suffisamment saisi ou s'auto-pas saisi d'un certain nombre. Ça marche plus. Avec tous les matériaux qui sont produits, et ça serait de la légitimité en fait de ces instances-là de dire au territoire et à l'ARS, parce que l'ARS aussi, bon, c'est quand même eux de temps en temps qui font les rapports d'activités qui doivent être produits par ces commissions. Ils ont un prisme qui va dans le sens de ce qu'ils ont entre guillemets envie de vendre. Donc pour le coup, je trouve que c'est dommage, effectivement, que ces espaces-là ne se saisissent pas plus de l'ensemble des outils en produisant de la recommandation. C'est-à-dire que si là, ça doit être fait, il faudrait que ça soit fait. Enfin, voilà, il y a ce décalage. Mais merci pour votre expérience. Mais en fait, aussi, on peut s'appuyer de la structure d'appui régionale dans les régions. Je suis d'accord. Mais s'il y a un truc à retenir avant de partir, c'est quand même que les représentants des usagers ont accès au verbatim des patients dans les établissements. Nous allons voir le dernier rapport sur santé narrative qu'Amélie va faire. Avec mon concours, on s'est mis d'accord là-dessus, mais surtout avec le concours du groupe, parce que c'était un peu une expérimentation différente, en grandeur réelle, d'un atelier de santé narrative. Donc on s'est retrouvé pris dans une affaire qui nous a beaucoup enseigné, beaucoup enrichi, et c'est pas facile de rendre compte d'un moment immatériel. Amélie, on t'écoute. Alors, donc, dans une première partie de l'atelier, en fait, le groupe a été divisé en 2 petits groupes, donc chacun animé par des professionnels du CHIC de Créteil. La séquence, en fait, a commencé, alors après un temps de partage des humeurs de chacun, par une lecture d'un texte d'Audre Lorde, donc poétesse noire lesbienne. C'est un texte, alors je vous en donne les très très grandes lignes, il est très difficile à paraphraser, pour être honnête, c'est simplement pour que vous en ayez une idée. En fait, c'est un texte dans lequel elle évoque l'annonce de la nécessité d'une opération du sein, avec un risque important pour que la tumeur soit maligne. Et en fait, elle décrit la période entre cette annonce et l'opération comme une période d'agonie, d'urgence, là je reprends ces mots, au cours de laquelle priorité et omission lui sont apparues violemment. Et en fait, ce qu'elle dit, c'est que ce qu'elle a le plus regretté, ce sont ces silences. Et donc, c'est un texte autour du silence et de la parole exprimée, donc, qui est présenté comme un vecteur de force, de co-construction, de puissance. Voilà, donc, à la suite de cette lecture, en fait, il y avait dans chacun des groupes un temps de discussion autour du texte, autour des ressentis des participants, et ça a inclus un temps d'écriture. Donc, alors, pour vous, là, ça, c'était plutôt une description de comment ça s'est déroulé. En fait, les discussions qui ont eu lieu se sont déroulées de façon a priori un peu différente entre les 2 groupes, avec dans un groupe des échanges plutôt autour des résonances dans les parcours des participants, donc avec une visée plutôt personnelle.
Et puis dans l'autre groupe, c'est plutôt a priori le contexte du texte qui a été discuté, notamment son ancrage dans les années 80 avec une visée historique militante, avec force et puissance du texte qui ont été évoqués dans les deux groupes. Alors suite à ce temps en demi-groupe, il y a eu un dernier temps en plénière au cours duquel les participants ont partagé plutôt leur ressenti sur cette expérience de santé narrative. Ce qui est beaucoup ressorti, c'est le sentiment de bienveillance qui a été installé par les animateurs, le groupe sans jugement, la possibilité de partager autour de ce texte-là. Et ce qu'on a appris sur la santé, je vous laisserai bien sûr compléter parce que c'est forcément très incomplet. Ce qu'on a appris de manière la plus générale sur la santé narrative, c'est que c'est un dispositif qui se diffuse avec une volonté d'impliquer les patients, les professionnels de santé, mais aussi potentiellement des personnes au-delà de ces cercles. Avec à Créteil, donc l'hôpital au sein duquel exercent les animateurs de l'atelier, plutôt une stratégie avec un ancrage dans les pratiques, des ateliers qui se sont mis en place entre professionnels, mais avec une volonté d'ouverture aux patients et aux associations. Et puis il y aurait d'autres écoles où ça se développe plutôt par le biais de la formation professionnelle. Donc voilà la synthèse qu'on a un peu élaborée avec Christian juste avant mon intervention. Et je laisse en fait, moi, je faisais partie de l'autre atelier, celui animé par Caroline. Alors, je ne vais pas reprendre donc, ce qui a été dit, je vais juste compléter. Les participants sont venus essentiellement par curiosité, en ne sachant pas trop ce à quoi ils devaient s'attendre en santé narrative. Rappelez aussi qu'on a fait une séance sur un ensemble normalement de 6 séances, donc, mais c'est pas fermé, mais en tout cas une séance. Donc je ne reviens pas sur le déroulé, sauf que Caroline a souhaité avoir une salle sans table, qu'on se retrouve entre nous presque à égalité, et en tout cas chacun pouvait voir l'autre. On n'avait pas de table, on avait des petites tables, mais il s'agissait de se voir. Donc oui, la lecture en silence. On a parlé dans nos échanges de mots-clés, de ce qui nous avait effectivement, nous on est bien parti sur l'émotionnel, sur le texte tel qu'il nous avait parlé, les mots qui nous avaient touchés, et du coup on a échangé entre nous. La nouvelle consigne qui avait été, et la dernière qui avait été donnée, puisqu'enfin, bon, sans reprendre, on avait écrit un mot sur un post-it sur son état émotionnel du moment qu'on devait transmettre à son voisin de gauche. Donc on devait reprendre ce mot-là avec comme nouvelle consigne qui commençait par « je suis ici ». Je suis ici, complété donc par le mot qui nous avait été donné par notre voisin ou voisine. Et on devait donc utiliser ce début de phrase pour le compléter, si on le souhaitait par des mots, en faire un dessin, un schéma, si on le souhaitait, en tout cas d'utiliser des formes d'expression qui nous parlaient le plus. Alors, à votre avis, qu'est-ce que j'ai utilisé ? Enfin, bon, je vous laisse. Mais on a eu des très jolis dessins. Voilà. La suite à donner. Donc, ensuite, Caroline nous a proposé, si on le souhaitait, de partager ce qu'on avait fait, qu'il n'y avait aucune obligation, mais ça a été là encore le moment de partager entre nous et voilà ce qui avait été dit. Alors, le moment, il a été perçu comme agréable. C'était un moment de partage et d'écoute de l'autre, de nos émotions, de nos regards. On a parlé d'échanges inspirants, à tel point qu'une personne a dit « Je ne pensais pas que j'allais parler de moi ici, et pourtant j'en ai parlé ». Alors il ne s'agissait pas de maladie du tout, mais de ce qu'elle ressentait à ce moment-là. Et en fait, la formule du « je suis ici » nous a obligés à un ancrage dans le lieu et dans le groupe. Je n'ai pas perçu de négatif. Alors s'il y en a, que les personnes n'hésitent pas à se faire connaître, mais quand on a échangé, il n'y avait que du positif et on avait juste envie, en tout cas pour ma part, de suivre une deuxième séance pour compléter cet échange. Voilà. Merci beaucoup sur cet atelier auquel j'ai participé, qui était effectivement pour moi une découverte. Donc je suis assez heureux, je suis un peu comme
toutes les deux. Je suis assez content d'avoir vécu ce moment. Donc je vais enchaîner pour la clôture de cette journée. D'abord en vous remerciant tous d'être venus participer à ces échanges. J'espère que ça vous a convenu, que ça vous a apporté des éléments de réassurance dans la place que vous occupez à la fois du côté des établissements ou du côté des usagers, même si quelqu'un a dit qu'on n'aimait pas ce mot. C'est un mot qu'on utilise à la HAS parce qu'il se trouve qu'il est dans la loi. Donc c'est comme ça qu'on fait. Je sais que ce n'est pas un terme forcément très reçu de manière très positive par tout le monde, mais c'est le terme qui s'est un peu imposé. Et voilà, je vous remercie. On va continuer à proposer ces journées des usagers dans les années à venir, alors probablement sous une autre forme l'an prochain, puisque comme on aime bien la difficulté à la HAS, à chaque fois on change un peu de modalité de participation, de thème bien entendu, de contenu aussi. Ça repose une bonne partie sur ce que vous apportez quand même, et ce que vous dites et ce que vous nous racontez, c'est aussi autant de signaux, d'enrichissement de ce que nous, que ce soit Claire ou moi au collège, ou bien les collègues de la HAS qui étaient présents dans les réunions. Ça nous apporte aussi beaucoup de choses sur du monde réel que vous vivez. Moi, j'étais très, très étonné, très touché ce matin de ce que vous dites les uns et les autres du système de santé, ce qu'on peut éprouver nous aussi à titre personnel dans nos vies, mais c'était important aussi pour nous de savoir que vous traversez parfois ces mêmes difficultés et qu'il faut qu'on s'attache ensemble à les résoudre, même si on n'a pas toujours ici les moyens de tout résoudre. On s'attache au moins à faire en sorte que les guides méthodologiques, les évaluations de la maison soient construites avec la parole des usagers, de manière à augmenter la pertinence des solutions qu'on propose. Donc merci à tous. Merci particulièrement à l'équipe de Joël qui a organisé tout ça. Vous savez, à la HAS, tout est boulonné à l'avance. Je ne peux pas vous dire le nombre de réunions qu'on a fait, mais on est en conclave depuis au moins 3 mois pour combiner cette séquence. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura convenu, et puis peut-être qu'on se retrouvera l'an prochain. En tout cas, s'il y a des messages à nous faire passer, n'hésitez pas à écrire, soit sur la boîte mail contact, soit sur la boîte mail de Joël ou de moi. Pas trop quand même, parce que c'est pas que votre littérature nous intéresse pas, au contraire, mais il faudrait qu'on puisse aussi répondre à chacun. Voilà. Que dire d'autre? Vous souhaitez un bon retour, en espérant que les RER seront en place et qu'il n'y aura pas trop de tempêtes sur vos routes, que les caténaires vont tenir et tout le reste. Bon retour à vous tous et à bientôt. Voilà.